ce n'est pas Donald Trump, même s'il disait oui, qui va se déployer en République démocratique du Congo pour exploiter ces mines-là. Les mines de cuivre, les mines de cobalt. Ce sont les multinationales américaines. Or, tu le sais très bien, que l'ambassadrice américaine l'a dit l'année passée ici, que la RDC n'avait pas créé des conditions qui suscitent, qui incitent les multinationales américaines à venir s'implanter ici. D'ailleurs, il y en avait une qui était implantée ici à travers Tenke Fungurume. Oui. C'est que Tenke Fungurume était à 100% quasiment américain. En tout cas, il était majoritaire américain. Ils l'ont vendu. Les Américains l'ont vendu. Ils ont levé les pieds de la RDC. Le dialogue en soi n'est pas une solution. Mais c'est le premier pas vers la solution. Nous nous mettons ensemble pour que nous parvenions à un compromis. Comment dialoguer avec des partenaires qui ne se font pas confiance, qui se regardent en chaîne de Mais c'est justement ça, à ça que sert un dialogue. Ceux qui se font confiance n'ont pas besoin d'un dialogue. Ceux qui se font confiance travaillent ensemble. Ici, le Congo est déchiré. Il y a trop de frustrations. Des frustrations qui ont conduit certains d'entre nous à l'exil, comme Franck Diongo, comme Jean-Claude Vwemba, comme Claudel Lubaya. Vous pouvez vous imaginer qu'un leader de la trempe de Franck Diongo soit soumis à du chantage en direct à la télévision par des jeunes gens d'un groupe politique ici. Je considère cette initiative comme une perspective d'élargissement de l'Union sacrée. Si vous êtes consulté par Rébérande, pour aider ceux qui sont disposés à se faire embaucher, d'y aller l'âme en paix, pour ne pas se faire accuser de débaucher, alors on dit, on met en place un gouvernement d'union nationale. Alors comme ça, quand tel est débauché, il dira non, 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 je réponds à l'appel du chef de l'État. Vous dites que Félix Tshisekedi tente de débaucher dans l'opposition pour élargir l'union sacrée. Mais attendez, les pays connaissent une grave crise. Ouais. Et cette crise nous impose à ce que nous parlions. Et dans cette crise, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il représente? Il est une partie à ces conflits. L'aéroport de Bipemba, surnoté béni de Bakwanga en Mbuji-Mayi. À bord de ce jet, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Sans répit, aussitôt arrivé dans la cité du diamant, le commandant SN se branle sur les artères asphaltées de Mbuji-Mayi jusque dans ses complexes. Les écoles primaires Maréchal 1 et 2, trahies malheureusement par la vétusté de ces murs qui rappellent les pires années de la dictature. À l'intérieur, des salles de classe sans mobilier adéquat crient au secours. Dans ces deux écoles conventionnées aux effectifs pléthoriques, des salles de classe souvent débordées accueillent des élèves y compris à même les sols. Pas étonnant que cette brique serve par moments de banc de fortune. Mais ça, c'était avant. Le service national qui a choisi Mbuji-Mayi comme deuxième ville bénéficiaire de sa vaste opération de dotation à banc pupitre a remis ce lundi un lot de 254 bancs aux écoles primaires Maréchal 1 et 2. Pour ces gestes et nous vous promettons de les garder bien comme le père de famille. Remercions grandement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son amour qu'il a pour notre pays, la RDC, et son souci de voir l'enseignement aller de l'avant, particulièrement à notre égard pour la dotation de ces bancs. Des bancs qui arrivent au moment le plus inespéré. Ces élèves en liesse, assis pour la première fois de leur vie sur un banc viable, remercient le chef de l'État, initiateur de la campagne. Pas d'école publique sans banc. Un geste, une action qui sauve et redonne du sourire. Nous voici ici, à l'école primaire du 24 novembre. On croirait que la nature règle ses comptes à tout ce qui rappelle les années moboussiennes. Le constat est quasi le même et les bénéficiaires trouvent des mots justes pour remercier les donateurs. Nous rendons un vibrant hommage au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses grands gestes et pour son implication à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et au effort diplomatique pour la pacification de notre pays
qui est agressé par le Rwanda qui a appuyé le M23 et l'armée de Nanga. Des bancs qui viennent tout droit des Kanyamaka-Sessi dans les Olomami. Mobilier fabriqué avec patriotisme par d'anciens Koulouna devenus bâtisseurs. Pour le commandant SN, il est plus que temps de renverser la tendance. Oui, après Kinshasa, nous sommes en Mbuji-Mayi aujourd'hui. C'est la continuité de la grande mission qui nous a été confiée par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, celle de fabriquer de bancs afin de le mettre à disposition de plusieurs de nos écoles. Aujourd'hui, à Mbuji-Mayi, nous avons été dans une première école, EP1 et EP2 Maréchal Mobutu. Et là, nous sommes dans l'ancêtre où il y a les deux écoles primaires, 1 et 2, du 24 novembre, pour remettre le banc. Dans chaque école, nous avons remis 254 bancs. Vous avez senti la joie que dégagent ces enfants. Vous avez visité les salles de classe, vous avez vu. C'est un constat de désolation. Des années, si pas des décennies qui sont passées dans ce pays, où les écoles n'ont pas été réhabilitées, les bancs n'ont pas été dotés dans les écoles. Ce qui est triste. Comme je vous l'ai dit récemment à Kinshasa, le bois n'est pas un luxe au Congo. Ces bancs ont été fabriqués à Kanyamaka-Sessi avec le bois produit à Kanyamaka-Sessi. Pourquoi Kanyamaka-Sessi n'est pas ici? Parce que c'est à Kanyamaka-Sessi que nous avons l'atelier. Vous voyez pourquoi nous avons cette ambition d'installer au moins un atelier de menuiserie dans chaque chef-lieu de province, au moins dans chaque province, qui est un atelier de menuiserie qui produise des bancs à mettre à la disposition de nos écoles. Le défi est grand. À Mbuji-Mayi, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik n'y est pas pour un passage éclair. Sur ordre du chef de l'État, le commandant SN remettra des bancs pupitres à plusieurs écoles de la ville. Il sera d'ailleurs ce mercredi à l'université officielle de Mbuji-Mayi pour la même opération. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Champs-Plantiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Bonjour à tous. Bonjour. Bamabere, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car à cette allure, tout coup mana.
Mbotenabiso. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. C'est ça. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution ipai yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, alerter. En cas de nuisance sonore, alerter. Même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, alerter dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécurité. Et c'est la mananouté. Bien encore. Et voilà. Vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon, moi je commence. La sécurité dans nos milieux, c'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Bienvenue sur Politikon, la force du détail. Il était devenu l'un des prisonniers les plus emblématiques dans l'histoire politique récente de notre pays. Ce soir-là, ce dimanche 20 mai 2023, quand il est cueilli... 21 mai 2023, quand il est cueilli à son domicile, tel un gibier, et jeté dans un véhicule par des hommes cagoulés. Mike Mukebai ne savait probablement pas le temps que cela mettrait. Il a donc passé 22 mois de détention. En 10 ans, il a été à Makala à 3 reprises. Mais jamais son arrestation et sa détention n'avaient été autant irrégulières. Libre, libéré sous condition, il a accepté de répondre à notre question, ou à nos questions. Honorable Mike Mukebai, bienvenue chez nous, comment allez-vous? Merci beaucoup. On est content de je vais bien. De vous retrouver sur ce plateau. C'est un plaisir partagé, merci beaucoup. Vous vous sentez en forme? Si, très très en forme. J'ai passé tout le temps de ma détention à faire du sport. Ouais. Donc, ce qui vous a permis de garder le moral. Ouais, non seulement le moral, mais aussi d'entretenir le physique. Donc je suis très en forme. Parce qu'ici, quand quelqu'un sort de prison, le premier réflexe, c'est aller à l'étranger, faire des check-ups, se faire soigner. Bon, moi je ne sais pas, c'est peut-être une précaution que les gens prennent, mais je ne sais pas pourquoi je dois être, moi, pour aller faire un check-up. J'étais dans une cellule, je mangeais ma propre nourriture. J'avais pris quelques dispositions pour le côté hygiénique. Bon, ce qui est vrai, c'est que Makala, côté hygiénique, c'est pas fameux. Vous avez au pavillon 1 qui est considéré comme un pavillon
VIP, par exemple, là, à l'étage où j'étais, parce que c'était un bâtiment R+1, donc rez-de-chaussée et puis un étage. Moi, j'étais à l'étage, mais vous avez 2 toilettes pour quelques 100 ou 150 personnes. Donc, ce qui fait que vous prenez des précautions pour ce qui est le côté hygiénique. Donc, vous devez avoir un petit personnel à vous qui vous précède quand vous devez aller aux toilettes pour y mettre un peu... tout ce qu'il faut là-bas, s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection, désinfecter. Peut-être par précaution, je le ferai, mais je ne suis pas inquiet en ce qui concerne ma santé. Je ne suis pas inquiet. On vous sent en forme, Mike Mkebai. Oui, vous avez dit votre secret, c'est parce que vous faisiez trop du sport régulièrement, des exercices physiques, notamment du bodybuilding. J'ai pris quelques muscles là, si je dois me... Oui, il y a certaines de vos photos en détention qui nous parvenaient, qu'on a relayées ici avec succès. Comment expliquez-nous d'abord ce soir-là quand on vous libère. J'aimerais bien qu'on comprenne, est-ce qu'au Ebati, qu'au Kobima, est-ce qu'il y avait un travail fait en amont? Est-ce qu'il y avait des démarches Naïba Kiata Monkete, moi, j'étais surpris, j'étais dans ma cellule, allongé sur les lits, mon petit lit de prisonnier, je suivais la télé, et le gouverneur de mon pavillon est venu frapper, les majors Ouélé, je les salue au passage, salut mon major, un gars chic. Alors il a frappé à la porte de ma cellule, il est entré pour me dire Babi Kanga Biloko Nao. Na Kanga Biloko avec Babi Kanga Biloko Zobi. Alors, comme il tournait ce que ça, sous ces évasions, mon sous Tony. Bon, ouais, je me suis interrogé, je n'y comprenais rien. J'ai fait mes affaires, c'était deux pantalons, survêtements, 2-3 t-shirts, c'est tout ce que je ne mettais pas. Oui. L'endroit n'est pas propice pour s'habiller autrement. Donc voilà, j'ai fait mes effets, puis je me suis retrouvé devant le bâtiment administratif de la prison, dans la cour. Nous avons attendu longtemps avec Seth Kikouni qui était là également. Et avant que monsieur le ministre d'État en charge de la justice ne fasse son apparition, il est arrivé. Puis nous avons été libérés. Ok, Constant Montamba était arrivé ce soir-là. Ce soir-là. Et nous avons été libérés en compagnie de Denise du Sochoa. C'est aussi l'occasion pour moi de m'interroger pourquoi Jacques Ndala est en prison. Ils ont été condamnés dans la même affaire. N'est pas le consort, mais c'est la même cause pratiquement, avec Denise du Sochoa libéré, mais pas Jacques Ndala. Je m'interroge bien, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ne devient pas une affaire personnelle, que quelqu'un s'acharne sur Jacques Ndala? Donc c'est dans ces conditions que j'ai été libéré. Et par la suite... Et à un moment donné, on a dit, vous étiez bénéficiaire de la grâce présidentielle. C'est pas vrai. Vous êtes libéré sous condition. Non, ce n'est pas sous condition. Il ne faut pas... Libération faut pas conditionnelle. Penser que liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle. Ah non. La liberté conditionnelle, c'est celle qui est accordée à un condamné qui a déjà purgé sa peine et qui répond à certains critères déterminés par la loi. Donc, elle peut être accordée à un individu, à lui seul. Il arrive par moment qu'à Makala, on accorde cette liberté conditionnelle à plusieurs à la fois. Ouais. Donc, ça ne signifie pas liberté sous condition. C'est sous condition dans le sens qu'il faut répondre à certains critères définis au terme de la loi. Avoir purgé sa peine pour X temps, ainsi de suite. Cela, c'est que signifie liberté conditionnelle. Mais ça ne signifie pas que j'ai souscrit à un certain nombre de conditions que je suis tenu de respecter. Comme on l'avait dit pour un jeune Biomindongala qui ne peut pas se rapprocher, ne peut pas se retrouver dans un rayon de moins de 5 mètres d'un lycée. Chose comme ça. Non. C'est pas cela, ça. C'est pas ça la liberté conditionnelle. C'est pas ça. Alors vous avez été libéré à quel prix? À quelles conditions? Enfin, je n'en connais, votre libération répond-elle à un deal politique quelconque? Je n'en connais pas. Je ne connais pas une seule condition. À moins que ceux qui pensent ou s'il y a des gens qui sont au courant de telles conditions, qu'ils m'informent. Je n'en connais pas une seule. J'ai été libéré, c'est par ici et là.
Vous êtes dans mon total, parce qu'il y a des pourparlers politiques, il est possible D'ailleurs, tu le sais, et l'opinion le sait, que mes avocats avaient déjà annoncé de relever appel. Et nous étions engagés dans ce processus-là. Mais vous savez, ça vous prend un peu de temps. Ouais. Le jugement a été prononcé. Notre justice connaît une certaine lenteur administrative. Il vous faut obtenir d'abord la rédaction du jugement et faire signifier ces jugements-là pour que finalement, vous releviez appel. Nous avions commencé, ça vous prend quelques 3-4 jours. Et donc, c'est dommage de le dire, mais l'appareil judiciaire est encore ce qu'il est, même si, par ailleurs, on peut penser que Moutamba travaille pour réformer cet appareil judiciaire. Mais pour certaines questions, vous devez vous impliquer, activer vous-même les mécanismes. C'est ce que nous étions en train de faire. Ce soir-là, qu'est-ce que... Et j'ai été pris de court, surpris par cette libération. Donc, j'étais dans un état d'esprit où j'allais poursuivre. Préparé à purger votre père, au cas où, en appel, les choses n'avanceraient pas. Ouais, j'ai toujours dit que j'étais arrêté injustement. Vous avez vu, je crois que vous avez suivi, vous avez eu à travailler là-dessus. Plusieurs vidéos sont passées par ici. Pour montrer à l'opinion que c'est pourquoi le ministère public avait requis 3 ans de prison et obtenu du tribunal de la Cour d'appel de Gombe de condamner à 30 mois. C'est pourquoi, c'est sur quoi ces réquisitoires étaient reposés n'a jamais existé. Nous avons mis d'un côté les réquisitoires du ministère public et de l'autre les missions incriminées. Dans les missions, je n'ai jamais dit qu'il n'y aura pas des élections en 2023. Et même encore, même si vous l'aviez dit, comment comprendre que de dire qu'il n'y aura pas d'élections en 2023 devienne une infraction pour laquelle on se retrouve condamné à une peine de 30 ans. Même encore. Mais je ne l'ai jamais dit et cette vidéo a été diffusée. Et donc, nous nous apprêtions à aller devant la Cour de cassation et je me dis qu'elle allait se retrouver embarrassée si jamais elle était tentée par l'idée de confirmer la peine. Elle allait se retrouver embarrassée parce que nous allons opposer à la Cour de cassation ici les réquisitoires du ministère public et là le contenu de l'émission. Vous y allez pour respecter la procédure ou parce que vous... La formalité ou parce que vous étiez convaincu que le bon droit, c'est radis? Non. C'est que j'ai connu m'a mis dans une attitude de me dire que c'est un combat pour la justice et la vérité. Ça veut dire, je me disais, même si je vais être condamné et que donc la Cour de cassation allait confirmer la peine, peut-être au pire des cas l'aggraver, mais que l'opinion se rende compte qu'il s'agit d'un procès politique et c'est pourquoi j'ai écopé d'une peine de 30 ans n'a jamais existé. En droit comme en fait. En droit comme en fait, ce qui a été mis à charge de Moukeba n'avait jamais existé. Vous considérez comme un prisonnier politique, prisonnier personnel. Ça veut dire qu'en ce moment-là, la peine que vous m'infligez ne m'affecte pas. Parce que j'ai la conviction que je ne l'ai jamais fait et que je ne l'ai jamais dit. C'est cette conviction qui a fait que nous avions levé l'option, mes avocats et moi, levé l'option d'aller en appel et nous avons été consultés par cette mesure de liberté conditionnelle. Et je disais, c'est par la suite j'ai appris. C'est là. On avait fini par mettre de côté l'infraction, le chef d'accusation d'incitation à la haine tribale. L'incitation à la haine tribale a abouti à une condamnation moindre. La principale peine qui me retenait à Makala, encore jusqu'à ma libération, c'était celle liée au faux bruit. C'était celle-là. Donc, nous allions en appel juste contre cette condamnation sur l'infraction du faux bruit. Parce que c'est elle qui me maintenait encore à Makala. Pour les autres infractions pour lesquelles j'étais poursuivi, la peine était inférieure à 20 mois. Ok, bien noté. Et ces jours-là, quand on vous arrête, vous étiez chez vous à la maison. Un dimanche soir, couvert
par les immunités en tant que député. La vidéo de cette arrestation avait fait le tour du monde. Comment ces véhicules quittaient de chez vous pour prendre finalement une destination inconnue. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Ces dimanches-là, les matins, Louis-France Kouzekissa m'a appelé pour me dire qu'il venait de recevoir un appel téléphonique de Georges Kapiamba qui insistait, qui disait que la plus haute autorité était irritée suite à l'émission que nous avions passée avec, à l'issue de la manifestation. Ouais. Et que lui, Kapamba, demandait à me voir et à voir Louis-France. Manifestation au cours de laquelle vous avez été brièvement interpellé. Interpellé et malmené et maltraité. Et alors, donc, voir Kapiamba dans l'idée de revenir sur mes propos. J'ai dit à Louis-France, lui que je ne l'appellerai pas et que je ne le prendrai pas au téléphone. Et que d'ailleurs, je ne crois plus à son combat. J'ai vu qu'il était devenu aphone depuis l'Union sacrée. Ce n'est plus le même Kapiamba. Et le Georges Kapiamba à Cage, qu'on entend de moins en moins. C'est vrai, on m'a dit qu'il était souffrant. Je ne sais pas s'il se porte toujours bien. Outre que j'avais perdu confiance en lui depuis. En 2017, je lui ai confié un dossier important sur Perenco, documenté. Il m'avait promis qu'il allait faire une dénonciation via une conférence de presse. Il n'a jamais réuni une conférence. Il n'a jamais réuni. Et après, j'ai appris que sa affaire a été monnayée, quelque chose dans ce sens-là. Si celui qui m'avait confié ces dossiers n'avait pas autant confiance en moi, il m'aurait pris pour un gars malhonnête. Je suis allé monnayer ces documents. Et à partir de ce temps-là, je n'avais plus confiance à Kapiamba. Donc c'est une parenthèse que j'ouvre. Dans l'après-midi, déjà vers les 11h, j'ai accompagné le président Moïse Katumbi à une messe à Sacré-Cœur. Et à la fin de la messe, il m'a invité, Safou et moi, il nous a invités à aller à sa table à midi. Nous nous sommes retrouvés donc chez lui. Et là, j'ai rencontré Francis Kalombo. Et Francis m'a dit, mais quand Kapiamba t'appelle, pourquoi tu ne le prends pas? Il s'est plaint, il dit lui que je ne le prendrai pas et que je l'appellerai. Et à ce moment-là, Kapiamba appelle comme militant droit de l'homiste ou proche du régime. Mais apparemment, il a maintenant un nouveau rôle de médiateur, de médiateur social, je ne sais pas quelque chose. Je ne sais pas. C'est ce que je comprends le dimanche 21. Et plus tard dans l'après-midi, Louis-France me rappelle, cette fois-là, il est beaucoup plus précis, il dit, les gens sont à tête au niveau des services. J'ai dit à Louis-France, sûrement qu'ils connaissent ma résidence, qu'ils viennent me chercher. Je les y attends. Vous n'avez pas cherché à vous mettre à l'abri? Non, pourquoi? Parce que je n'avais rien à me répondre. Ce qui fait que c'est finalement chez vous, à votre domicile. Et moi, je me disais que non, je n'ai jamais pensé un seul instant qu'ils allaient me prendre de cette façon-là. Je me disais le lendemain, ils allaient, pas un dimanche. Ils allaient me convoquer. Et voilà, dimanche, le même dimanche, 18h30, je suis devant chez moi. Il faisait noir, il n'y avait pas du courant dans le quartier. Je suis devant chez moi. Des individus, je ne sais combien, non notamment identifiés, surgissent de nulle part autour de moi, me braquent et me forcent à embarquer à bord d'un véhicule. Un véhicule anticrisaire de couleur. Me forcent à y embarquer. À bord du véhicule, ils se mettent à passer à table. Vous avez été agressé, violenté. Oui. Le chauffeur leur dit, mais écoutez, nous étions venus l'arrêter, pas... C'est un député. Je suis un député et voilà quel traitement. Chemin faisant, je n'y comprends rien. L'un d'entre eux prend une cagoule, il me met la cagoule. D'ailleurs, il considère que je ne suis pas un être humain digne de s'asseoir dans un siège de véhicule. Ils me font coucher sur le parvis du véhicule. Vous voyez, ce sont les véhicules qu'on appelle communément à Kinshasa, dont des cowettes. Dans des cowettes, ouais, voilà. Avec une banquette à gauche et l'autre banquette à droite. Ouais. Et vous avez un couloir au milieu. Et ils me mettent à même les parvis du véhicule. À un moment, il y en a un d'entre eux qui me soulève la tête. Mon Dieu, c'est à quoi je ne m'attendais pas. Je ne pouvais pas m'imaginer que de telles pratiques avaient encore cours sous les règnes de Félix Tshisekedi. Une cagoule. On me met une cagoule. On me cagoule. Tu te rends compte, on fait balader sur
On te cagoule, on te cagoule. Tu t'es dit quoi? Vous êtes dans quel état d'esprit en ce moment-là? Tu t'es dit, non. En fait, j'essaie de faire les vides dans ma tête. Je fais les vides pour ne pas me faire peur à moi-même. Je me confie à l'être suprême. Je ne suis plus maître de mon destin. Je ne sais pas où on m'amène. Je dis, mon Dieu, je m'en remets à toi. En fait, j'ai toujours un mot, c'est un sigle que je prononce quand je suis en face d'une situation inconnue que je ne maîtrise pas. J'ai dit toujours mad, c'est dit mon âme à Dieu. C'est ce que je me dis, mad, mon âme à Dieu. C'est ce que je me dis en ce moment-là. Et ça me permet de faire le vide et de pouvoir rester zen parce qu'il ne faut pas que je panique. C'est important en ce moment-là. Mais on me met la cagoule. Quand on me met la cagoule, je dis, j'ai vu mes dernières heures. Et donc je fais quoi? J'ai fait ma dernière prière. Tu vois là, dans quel état d'esprit je me suis retrouvé? Je serai sujet... C'était un moment de douleur qu'on ne souhaite à personne. Je serais sujet à de l'hypertension ou quoi. Je pouvais y laisser la vie. Hein. Là, c'était 2 mois avant l'arrestation de Chérubin. Avant la mort. Je pouvais y laisser la vie. Et puis quoi? On allait retrouver mon corps à la morgue de Mamayemo avec une conclusion du médecin légiste, suicide. La seule différence, c'est que quand on vous arrête, les gens ont filmé. On a vu le véhicule quitter votre domicile. Alors, j'ai fait ma dernière prière. J'ai dit à mon Dieu, si tel est mon destin, je l'assume. Votre micro, ouais. Ouais, j'ai fait ma dernière prière. J'ai dit, si tel est mon destin, j'ai pensé me battre pour le Congo. Je me suis toujours dit que c'était ce que j'avais mieux à faire pour donner un sens à ma vie. Et que si ce combat m'amène à ma mort, c'est ça mon destin, je l'assume. Je demande à Dieu de garder ma femme et mes enfants. J'ai fait ma dernière prière. Ils m'ont promené ça et là, à travers la ville, et nous sommes arrivés à un endroit. Comment j'ai su que nous sommes arrivés à un endroit? J'ai senti le grincement d'une grille, d'un portail, et comme si nous entrions dans une enceinte, et beaucoup de bruit. Ça devait être un endroit où il y a une très grande activité, et comme c'était le soir, c'est peut-être à la fin de la journée, donc les gens sortaient et parlaient. Nous sommes restés là pendant de longues minutes. La portière arrière, il y a une portière arrière là, du 4x4 là. Elle s'est ouverte et quelqu'un m'a dit bonsoir monsieur Mike. Il semblait instruit. J'ai dit ah tiens, il y a quand même des gens instruits ici, apparemment c'est là. Il a dit en bon français bonsoir monsieur Mike. J'ai dit bonsoir, il m'a demandé comment j'allais. J'ai dit non, je ne vais pas bien avec cette cagoule qu'on m'a mis là. Il a dit enlevez la cagoule. Ils ne l'ont pas enlevée, ils l'ont relevée au-delà des narines. Pour me permettre un peu de respirer et parler. Et puis j'ai entendu les portières claquer de nouveau, tous ont réembarqué. Et c'est là finalement que je me rassure que nous prenons une destination connue. J'entends le nom dire au chauffeur, ok, casier judiciaire. Genre à ce moment-là, ils sont partis vous présenter à quelqu'un. Je ne sais à qui. Comme pour dire, oui, on l'a. Alors, donc... On a le gibier. Ouais, on a le colis. Destination casier judiciaire. Nous arrivons au casier judiciaire. Ils me font débarquer. Nous nous retrouvons devant les services préposés sur place qui posent la question à ceux qui m'escortent. Mais vous êtes de quel service? Ils répondent à l'oreille pour que je n'entende pas. Ils vont chuchoter la réponse à l'oreille. Et voilà. Je suis consigné comme un colis à la police judiciaire des parquets. Pas de PV et d'audition pour constater que je suis détenu là-bas. Rien. Je n'ai laissé aucune trace à la police judiciaire des parquets. C'est le lendemain, entre 11h, 12h, 12h30 par là, que je vois 2 gars débarquer pour me dire, monsieur, suivez-nous. J'étais tenté de leur opposer de la résistance. J'ai dit non, je risque là de leur donner raison, de commettre une infraction, alors que jusque-là, je n'en ai commis aucune. Parce que je leur ai dit, monsieur, vous venez me chercher sur base de quel document? Qu'est-ce qui fait que vous me prenez ici pour m'amener où? Ici, je suis déjà détenu illégalement. C'est quand nous arrivons à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe que je découvre qu'ils sont munis d'une lettre de transfert des prévenus signée par le PG près la cour de cassation, Firmin Vondé. Et la dame qui est proposée
là pour réceptionner la lettre et moi les colis, leur répond qu'il ne pourra pas exécuter cette tâche. Pourquoi? Puisqu'il manque un document important, le PV de saisie des prévenus. Les documents qui doivent indiquer que j'étais arrêté à tel endroit, que j'ai été auditionné. Voilà. Ah, les autres font un pas, deux pas pour s'éloigner de nous, de la dame et de moi, pour le temps de faire un appel. Et je vois le téléphone de la dame qui sonne, elle prend le téléphone, dit que je réceptionne, je comprends qu'elle reçoit des instructions de sa hiérarchie, donc de passer outre cette irrégularité. C'est dommage. Dommage. Et c'est allé comme ça. Et donc voilà. D'irrégularité en irrégularité. Et donc voilà, je suis mis sous mandat d'arrêt provisoire au parquet, comme quoi que c'est le procureur général près la Cour de cassation qui me transfère en procédure de flagrance au parquet près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est lundi là. Là, nous sommes lundi le 22. Et le soir à 19h, je suis d'abord auditionné brièvement par un magistrat dans l'après-midi. Le soir à 19h, le procès est ouvert. Je passe devant le juge en procédure de flagrance. 30 minutes après, je n'y comprends rien. Ils interrompent l'audience pour dire nous la suspendons, nous revenons demain. Le lendemain, mes avocats ont dit que nous devons attaquer cette procédure de flagrance. Elle ne répond pas aux dispositions légales. Et donc, nous l'avons attaqué, ce qui fait que l'exception soulevée devait être prise en charge par la Cour constitutionnelle. Et la Cour qui devait se prononcer. C'est là qu'on va mettre une éternité. Une éternité. Elle est saisie le mardi 23 mai. Et moi, je suis mis en détention préventive. Donc, envoyé à Makala le même mardi 23 mai. La Cour constitutionnelle prendra 5-6 mois pour prendre son arrêt. Elle est saisie mardi 23 mai. Et c'est le 8 novembre de la même année qu'elle rend son arrêt. Donc, il fallait me laisser pourrir, moisir en prison. L'objectif était déjà atteint. J'étais incarcéré. Les restes, que le doigt soit violé ou pas, déjà qu'il était violé depuis le début, n'importe. Vous vous considérez comme un prisonnier personnel, victime d'injustice, ou une bouche qui dérangeait trop qu'il fallait la garder au frigo pendant un temps. Je n'avais même pas de considération à me faire. Au regard des circonstances de mon arrestation, j'avais compris qu'une instruction avait été donnée en haut lieu, quelque part, pour dire prenez-le. Je n'avais pas de considération à me faire. Et tout ce que j'avais, c'était, moi, de mon côté, de continuer à entretenir ma capacité à tenir, à croire en mon combat. Et ça, vous l'avez fait. Comme ce jour-là, le jour où il y a eu les événements malheureux survenus là-bas, au CPRK. La nuit du 1er septembre, oui. La nuit du 1er au 2 septembre. Où étiez-vous? J'étais dans ma cellule, je me suis enfermé. C'était une situation incontrôlable. Tu prends des précautions, tu te mets à l'abri, tu fais quoi? Tu fermes ta cellule de l'intérieur. Parce que nos cellules ont des targettes. De l'intérieur, je peux fermer ma cellule. Okay. J'ai fermé ma cellule, je n'étais pas seul, j'ai partagé ma cellule avec le capitaine Justin Gaulle, le capitaine de l'armée. D'ailleurs, c'est l'occasion de parler de lui. Ici, mon voisin de cellule, le capitaine Justin Gaulle, est détenu à Makala depuis 20 ans. 20 ans. Sans être condamné. Prévenu depuis 20 ans. Dans une affaire qui remonte en 2005. Le meurtre de Casque Bleu, de la MONUSCO. Il était consort à d'autres, notamment les généraux Germain Katanga et d'autres qui ont tous été libérés sans trop savoir comment, quelles circonstances. Lui, il est le seul qui reste dans cette affaire, là encore en détention à Makala, et ça fait 20 ans qu'il est là. Et ce matin, j'interpelle Moutamba, je vois très bien qu'il y a la bonne foi chez lui de faire avancer les choses. Et voilà un cas qui questionne, qui interroge. Comme ce matin, Jean-Marc Kaboul parle également de généraux Philippe Moyave et d'autres qui sont... Ouais, et non seulement Moutamba, que j'interpelle, mais aussi l'auditeur général Likoulia. Je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'un prévenu reste à Makala pendant 20 ans sans que les procès n'aboutissent à un jugement? C'est très grave, ça.
Bon, soit la question... À la suite posée, de ces de savoir, événements malheureux... comment je m'étais comporté? Je m'étais enfermé dans ma cellule, de l'intérieur, avec mon voisin de cellule, Justin Gollet, jusqu'au petit matin. Et c'est au petit matin que je suis sorti. J'ai essayé un peu d'aller aux nouvelles, de comprendre ce qui s'était passé. Voilà un peu. Entre ce qui s'est passé et la version officielle, est-ce qu'il y a un gap? Moi, je suis un journaliste. J'ai fait 25 ans de métier de journaliste, donc je n'ai pas perdu ce réflexe-là. Je vais comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une mutinerie de prisonniers, c'est tout. Il n'y avait eu aucune interférence extérieure. Aucune. Aucun élément, d'ailleurs, ne le prouve qu'il y a eu une interférence extérieure. Il y a eu un étouffement dans un pavillon et à partir de ces pavillons, les prisonniers ont cassé et ils sont allés casser ailleurs, ainsi de suite. Et des gens sont morts dans la bousculade. Quand ils s'empressaient de sortir des pavillons, et plus de balles tirées à partir de 4 miradors qui surplombent la prison centrale de Makala. Il y a un mirador à chaque coin. Et cette évasion massive a amené une réaction musclée de la part de militaires qui gardent Makala. C'est ce qui a occasionné beaucoup de morts. Voilà, c'est un peu ça. Il y a eu des vidéos qui ont fuité dès là sur les conditions de détention des prisonniers. Des vidéos. Je confirme que c'est des vidéos vraies. Authentiques. C'est ça, oui. C'est ça la vie à Makala. Le ministre a dit qu'on mangeait là-bas. Non, s'il vous plaît. Assez bien, qu'on dormait. Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas que les ministres le disent, mais que les journalistes relaient. Et même des journalistes qui ont fait l'expérience de Makala. Pas pour des reportages ou des enquêtes, qui ont été prisonniers. Donc, qui ont vécu Makala. Peut-être que les choses avaient évolué. Ah non. Déjà qu'à Makala, on cuisine au bois. Vous pouvez cuisiner, à l'époque il y avait encore 15 000 prisonniers, vous pouvez cuisiner 3 repas pour 15 000 prisonniers par jour, c'est possible, au bois. Vous vous rendez compte un peu? On cuisine encore au bois aujourd'hui. Parce qu'on se croirait à l'époque paléolithique quand même. C'est un seul repas qui est servi à Makala, un seul. Et à la fin de la journée. Et alors, quand je parle des repas, vas-y voir la quantité et la qualité de ces repas. Vas-y voir. Ceux qui mangent ces repas, ce sont ceux-là qui sont pratiquement dans des conditions d'indigence. Qui n'ont pas la famille qui leur rend visite, qui n'ont pas de ressources pour se prendre en charge eux-mêmes. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas manger ça et garder la forme. Tu ne peux pas faire passer ces haricots-là à travers ta gorge. C'est presque du haricot bouilli, pas épicé. Les foufous, là, c'est à la limite du foufou à utiliser pour placarder des affiches. Donc, terrible. Hein? Ce qui a changé, c'est que c'est plus le fungoulé qui est servi comme du temps des Kabila. Des fois, les prisonniers ont droit à du poulet, mais c'est un morceau de poulet comme ça. Des fois, ils ont droit au Thompson, mais c'est un petit morceau de Thompson comme ça. Ok. Vous avez fait Makala avec du matembele, mais je ne te dis pas quelle qualité de matembele. Et la quantité, c'est à peine. Même ça. Certains diront, mais Makala, certains de ceux qui mangent, consomment quand même cette nourriture. Tu sais ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils le préparent. Okay, quand on donc certains, ceux qui en ont le moyen, qui ont 1000 francs, 2000 francs, ils reçoivent cette nourriture, mais la préparent. Donc renouvelle-la, recommence ta cuisson pour y mettre un peu de tomate et ainsi de suite. Ça c'est uniquement pour les haricots, mais si vous avez un morceau de poulet, comment vous faites? Mais vous le repréparez, non? Vous le repréparez. Vous recommencez la cuisson. Vous avez fait Makala 3 fois en 10 ans. Laquelle de vos détentions vous a le plus marqué? Non, il n'y a aucune qui m'a marqué. J'ai toujours vécu ça avec beaucoup de stoïsme en me disant que je suis arrêté injustement. Toutes les 3 fois, injustement. La dernière fois en 2019, la Cour constitutionnelle avait fini par rendre un arrêt pour dire que j'avais été arrêté sans que mes immunités ne soient au préalable levées. La dernière fois. Et d'ailleurs, je garde encore cet arrêt. Je vais aller en procès pour des dommages et intérêts contre la République. Un jour.
Parce que finalement... J'attends que les circonstances s'y prêtent. Finalement, vous n'auriez pas bénéficié de votre mandat de député. 5 ans, arrêté 2 fois, vous avez passé presque la moitié de votre mandat en prison. Bon point. Un destin, peut-être un destin pénible, mais je ne l'ai jamais voulu. J'ai l'impression que certains, ceux qui me connaissent mal, pensent que je provoque sciemment le régime. Vous en faites de trop, que vous vous sentez à l'aise là-bas. Qui c'est celui-là qui peut... Un habitué des cellules. Qui peut celui-là? Non, moi je me plains. Je me plains même de ceux qui pensent et qui aiment bien dire toujours de la prison au pouvoir. Je ne pense pas que ce soit un mérite d'avoir été emprisonné pour des raisons politiques. Ce n'est pas un mérite. Sinon, ça serait très facile. Il faut simplement se faire emprisonner. Donc même les plus idiots d'entre nous, si c'est fait emprisonner, ça devient un mérite. Je ne suis pas dans cette logique. Je ne prends pas cet emprisonnement-là comme des galons. Comme quelque chose qui me faut monter en grade en politique. Non. En politique, le mérite, il est tout autre. C'est une reconnaissance par rapport à ce qu'on fait pour ses électeurs. Ce n'est pas de se faire emprisonner. Est-ce que ces temps de prison a eu raison sur vos convictions, votre capacité de résistance? Jusqu'où, Mike, pourrait-il encore aller après votre libération? Va-t-on nous attendre au même, Mike? Moukébaï se bat pour des valeurs. Elles sont bien connues, ces valeurs-là. Bonne gouvernance. Voilà, ce sont les mêmes valeurs que je porte aujourd'hui. Pour le reste, Moukébaï est-il encore le même? C'est au public, c'est à Jean-Pierre Kayembe, sur base des propos que je tiens là, et c'est dire est-ce que c'est le même Moukébaï ou c'est un Moukébaï vendu. Ça, on va le voir avec le dialogue qui profile à l'horizon, mais on va suivre un reportage réalisé à Mbuji-Mayi. On reviendra à la prochaine question, parce qu'il y a eu un temps où on a tous alerté ici que Mike Moukébaï était abandonné. Après vous, il y a eu Salomon Iskadela. On a vu toute la pression qui venait de part et d'autre. On ne le sentait pas assez pour vous, au point que certains commentateurs sont allés jusqu'à dire qu'il y avait une politique de 2 poids 2 mesures au sein du parti Ensemble. On reviendra également avec vous pour parler des questions d'actualité. Le dialogue qui profile à l'horizon, on l'a dit, la nouvelle politique du gouvernement congolais, du régime Tshisekedi, qui veut troquer les minéraux contre la sécurité, le soutien des États-Unis. D'ailleurs, un article de Jeune Afrique ou Africa Intelligence, les 2 articles reviennent ce matin très largement sur cette question. La dernière interview de Kabila, mais surtout l'agression de la RDC, l'occupation de Goma, Bukavu et quelques territoires. On revient. Le temps pour nous de regarder ce qui se passe à Mbuji-Mayi, comment des enfants étudient assis à même les sols en 2025. Nous sommes dans la capitale du diamant. On regarde, on reviendra avec notre invité en espérant que vous passez du bon temps. Des élèves assis à même les sols, une image qui devrait révolter en 2025. Nous sommes à l'épée Inga, commune de Bipemba dans la périphérie de Mbuji-Mayi. Esther, qui enseigne ici en première année depuis 8 ans, commençait à désespérer. Car, dit-elle, les jours passent et se ressemblent. Les amis, comment ça va? Merci. Merci, asseyez-vous. Merci, en même temps, droitez les bras. En silence et au sol, on se croirait à l'époque paléolithique. Ici, seuls quelques privilégiés occupent sous condition les 4 bancs peu viables qui comptent l'auditoire. Comment vous faites pour que les autres là soient assis? Celui qui vient à temps, il va s'asseoir sur les bancs. Celui qui vient en retard, s'il trouve tous les bancs déjà occupés, il s'assoit par terre et c'est fini. Mais la classe d'Esther n'est pas la seule à être touchée par ce syndrome. La salle voisine ne compte que 2 morceaux de bancs. Et c'est le cas pour l'ensemble du complexe qui héberge 4 écoles, dont l'ITES, l'Institut Technique Social de Bipemba. Une situation à la fois émouvante que choquante. Mon cœur est partagé. Un sentiment de tristesse. D'une part, lorsque je vois ce beaux enfant étudier dans ces conditions. Mbuji-Mayi, la capitale mondiale du diamant,
pendant des décennies et vous voyez les résultats. Lorsque nous visitons certaines écoles à Kinshasa, où les gens se plaignent parce qu'ils ne sont jamais satisfaits, ils disent tout va mal à Kinshasa. Mais vous voyez, Mbujimai? Mais d'autre part, c'est un sentiment de joie. Qu'au moins une fois, sur l'instruction du président de la République, qu'il ait pensé au moins à doter les écoles en banc pépites. Une bien triste réalité qui appartient désormais à l'histoire. En campagne de dotation de bancs aux écoles publiques du Kasaï oriental, le commandant du service national s'est arrêté ce mardi dans ces complexes avec une dotation présidentielle qui marque la fin du calvaire longtemps enduré. Les enfants qui étudient même les sols, aujourd'hui, c'est une consolation, c'est une grande joie, comme l'a signifié le commandant du service national, sur instruction du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Quelques écoles de ma sous-division sont dotées de bancs pupitres. Et j'ai dit grand merci. Grand merci, puisque, comme l'a aussi dit le lieutenant général, même un voyage de 1000 km commence par un pas. Et le premier pas a été franchi, ici, mais aussi là-bas. Ce bâtiment regorge également 4 écoles. Mais derrière ces allures des collégiens élégants se cache plutôt une réalité tout aussi bouleversante. Voici l'Institut Lumumba et ses infrastructures qui font retourner l'illustre père de l'indépendance dans sa tombe. Sous les chocs, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik donne sa parole d'officier. Le nom du premier héros national, Patrice Emery Lumumba. Je suis choqué quand même de voir que la volonté là, ils ont eu la volonté de baptiser cette école du nom de notre premier héros national. Je crois qu'il mérite mieux. Ça vous donne des idées? Oui, en tant que service national, vraiment ici on ne réfléchit même pas. Dans la ville ici nous avons construit des écoles, hein, mais vraiment pour le nom du premier héros national, nos services nationaux nous engageons à détruire. Nous avons des bâtisseurs de la nation. Nous allons casser ça et construire une nouvelle école qui portera le même nom. Et je vous promets, Dieu voulant, à la prochaine rentrée scolaire, cette école, vous n'allez pas la reconnaître. Nous allons déjà nous mettre à l'œuvre d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, cette école fera peau neuve, tant le général ne fait jamais de promesses hasardeuses. Mais en attendant, un lot important de bancs a été remis à ces écoles dans le cadre de la campagne présidentielle. Pas d'école publique sans bancs. Une opération qui se poursuivra ce mercredi à l'université officielle de Mbujimai. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, les FARDC, les forces de la République, les familles en détresse à l'est de la République démocratique du Congo ont besoin de nous. Le ministère du Genre, Famille et Enfants, en partenariat avec la firme Objectif, nous donne l'opportunité d'aider. Aider concrètement. Cette fois-ci, nous n'allons pas acheter un pain juste pour nous faire belle ou beau, je dirais, mais nous allons acheter un pain pour aider quelqu'un. Acheter un pain et donner le sourire à votre frère à l'est du Congo qui a besoin de vous, qui a besoin de votre aide, s'il vous plaît. Donnons le sourire à ceux qui ont besoin de nous. Il y a un numéro affiché au bas de l'écran, ça va vous permettre d'entrer en contact avec nous afin de vous procurer ce pain. Venez au centre-ville, croisement boulevard du 30 juin, avenue Wangata, au 5e ainsi qu'au 6e niveau. Le Wax de Maman Vosteka va vous accueillir pour acheter votre pain, ou soit aller au ministère du Genre, Famille et Enfants. Vraiment, le bureau officiel, vous allez trouver les pannes. Procurez-vous ces pannes pour aider nos frères en pleurs. N'oublions pas, sur ces pannes, il est écrit la Congolaise au centre de toutes les ambitions. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce pays, dans ce continent, la Congolaise est présente. La Congolaise agit. Elle ne fait pas que parler, mais elle agit. Soutenons les idées de notre garant de la nation, son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État.
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que de son gouvernement. Une opportunité nous est vraiment donnée. La Congolaise au centre de toutes les ambitions. Les hommes genrés, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Les hommes genrés, les mamans, ne parlons pas simplement. Agissons. Nous appelons les ministères, les artistes, les politiques, les pasteurs. Nous vous appelons vous. Vous qui nous suivez, le Congolais de la diaspora, nous vous appelons. Nous avons besoin de vous. Nous allons marcher, nous allons parler, nous allons revendiquer, mais agissons aussi. N'attendons pas simplement que l'aide vienne de loin. Agissons. Ça va beaucoup. Alors beaucoup nous est dit, moi si Congolaise, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Moi si Congolaise, maman de de retour sur le plateau Mbujimayi, entre joie et tristesse. Honorable Mike Mkebaye, vous avez un commentaire où on peut passer? Non, mais il fallait du génie, il fallait de l'imagination, qu'un service qui a pour vocation de produire du maïs et aujourd'hui ce service-là fasse au-delà. Il fallait du génie, c'est simplement ça. Qu'il va plutôt s'occuper du social, de l'éducation des enfants. C'est pas la première école. J'ai suivi. À Mbujimayi, il y en a eu 10, ici à Kinshasa, une vingtaine, des universités aussi. J'ai suivi plusieurs reportages. C'est à encourager. Voilà. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles les enfants étudient, est-ce que ça vous révolte? En 2025, des enfants suivent encore les cours. Ça ne me révolte pas. Ça ne me révolte pas, moi. Ça m'amène à m'engager davantage pour une alternance démocratique dans mon pays. Parce que ça me montre que ceux qui sont au pouvoir ont montré leurs limites. C'est la 7e année. Nous sommes dans la 2e mandature. Et vous vous imaginez que ces conditions-là seront transformées quand? On va le changer quand? Je m'encourage à aller de l'avant. Excusez-moi, on n'est pas en campagne, mais aller de l'avant avec mon leader, Moïse Katumbi, pour dire aux Congolais, nous avons, la capacité de vous donner un nouveau Congo. En parlant de Moïse Katumbi, à un moment donné, vous étiez-vous senti abandonné, seul dans cette lutte? Pas du tout. Pas du tout, pas un seul instant. Pas du tout, pas un seul instant. Il m'a soutenu d'un bout à l'autre. Est-ce que c'est à tort qu'on a dénoncé ici que Mike Mkebaye était abandonné, qu'on a vu qu'il y a eu plus de pression dans l'affaire Salomon Escadela que dans je ne sais pas, ça dépend de votre appréciation quand vous dites que vous avez constaté qu'il y avait... On sentait que le parti n'était pas assez mobilisé. Je ne sais pas sur base de quel nom vous fondiez ces jugements et j'ai suivi ces réactions de diverses sources, notamment des journalistes qui parfois me mettaient dans l'inconfort parce que ce n'est pas la réalité que je vivais. Peut-être que vous auriez aimé que Katumbi en fasse plus. Il en a fait assez, à mon point de vue. Jusqu'à rendre visite à votre famille. Oui, il m'a soutenu d'un bout à l'autre. Moralement, financièrement et matériellement. À tout point de vue. Il a été là. Et quand vous sortez, il est encore là. C'est à lui, la première personne à qui vous décidez de dire merci. Non, pas parce que simplement il m'a soutenu, mais parce que nous sommes dans un même combat. Et ce combat a été le sien. J'ai compris combien il était préoccupé de savoir Mkebaye en détention. Vous avez vu le tweet qu'il a publié lorsque j'ai été condamné à 30 mois de prison? Oui. C'est un engagement sérieux, sincère. Je devais lui dire de vive voix, lui dire merci, c'est ce que j'ai fait avant toute chose. Vous êtes-vous appelé depuis lors? Je ne peux pas te dire combien de fois. C'est une routine que je l'appelle ou qu'il m'appelle. Je suis un cadre du parti. Je peux l'appeler à tout moment. Il est accessible au téléphone. Ce n'est pas comme des présidents d'autres partis qui créent un mythe autour d'eux. Non, c'est un homme ouvert, accessible, avec qui vous discutez sur les enjeux. Non seulement vous n'avez pas participé aux élections de 2000. J'y ai participé dans une certaine. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez candidat, justement. Ouais. Le numéro 749 oui. à Lukunga. Merci de nous rafraîchir la mémoire. Je n'aimerais pas commenter, hein, je n'étais pas là. J'ai suivi ça de très loin. Ça, c'est des élections.
On n'a jamais vu nulle part au monde. Je me demande si c'est lui qui nous avait été présenté comme un expert électoral, si réellement il sait ce que c'est organiser des élections. Mais des fois, j'ai un peu de la clémence pour... je l'ai dit de manière ironique, hein, excuse-moi. J'ai un peu de la clémence pour Kadima. Il nous avait prévenu qu'à la porte des élections, il allait nous offrir quelque chose qui ressemble aux élections. À une question, quand on lui demandait, mais si toutes les conditions sont pareilles, nous étions à une semaine de la date butoir. On lui a posé une question, que si toutes les conditions n'étaient pas réunies, qu'il n'avait pas l'argent qu'il demandait, parce qu'il a continué à demander des fonds jusqu'à la veille. S'il n'avait pas reçu ces fonds-là, il a dit, je vais organiser les élections, mais avec beaucoup de difficultés. Alors j'ai cherché à comprendre ce que ça signifie en français. Organiser les élections, mais avec beaucoup. Alors là, Kadima nous a offert des élections, mais avec beaucoup de difficultés. Voilà. Un simulacre d'élection, dirait-on. Vous sortez dans un contexte difficile. Le pays est agressé, des pans entiers du territoire sont sous contrôle du M23. Mike Mkeba et certaines langues disent que votre libération répond à un calcul politique. Un calcul politique de la part de qui? Je ne sais pas. Le pouvoir. Moi, je suis acteur de ma vie. Qui travaille sur... c'est moi qui décide. Sur un dialogue. Le président Tshisekedi a même annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Qui a-t-il des liens? Où est-ce qu'on va chercher ces liens-là entre le dialogue en perspective et la libération de Jean-Marc Kabound, de Seth Kikouni et de Mike Moukebaï? On va chercher ces liens là-haut. Votre libération ne répond pas à un agenda dans S'il y a un agenda comme ça, c'est qu'alors c'est un agenda caché de la part de tel ou de tel autre. Mais en cas de dialogue, Mike Moukebaï... En cas de dialogue, lequel dialogue? Parce que j'ai l'impression que là, vous ne me permettez pas de pouvoir... Dialogue entre classes politiques. Voir les choses avec, dialogue entre classes avec clarté. Dialogue entre classes politiques. Lequel dialogue? La proposition du chef de l'État d'envoyer son conseiller spécial consulter les différents acteurs ou les dialogues dans sa formule voulue et encouragée par un grand nombre. Donc cette formule qui est portée par les évêques. Si c'est la formule portée par les évêques, nous sommes preneurs. Moi, je suis preneur. C'est l'issue à la crise. C'est l'issue au conflit armé que connaît mon pays. C'est l'issue à ces conflits qui endeuillent des millions de Congolais à l'Est. Et si votre parti n'est pas très éprouvé, vous dites? Si l'ensemble n'est pas, partant. Si l'ensemble n'était pas partenaire, ensemble n'allait pas recevoir les évêques à Bruxelles. Ensemble a reçu les évêques à Bruxelles et a présenté un cahier des charges, considérant que ce qui a été présenté, ce sont des choses à prendre en compte aux discussions, aux négociations. Il ne s'agit pas d'une volonté à imposer aux autres. Il faut comprendre les négociations comme une rencontre où les uns et les autres se feront des concessions. C'est cela comme ça que moi je comprends les dialogues. Et ces dialogues-là, moi je les soutiens. Mais la proposition faite par les chefs d'État, je considère cette initiative comme une perspective d'élargissement de l'union sacrée. Si vous êtes consulté par Rébérande, pour aider ceux qui sont disposés à se faire embaucher, d'y aller l'âme en paix, pour ne pas se faire accuser de débaucher, alors on dit, on met en place un gouvernement d'union nationale. Alors comme ça, quand tel est débauché, il dira non, 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 je réponds à l'appel du chef de l'État. Vous dites que Félix Tshisekedi tente de débaucher dans l'opposition pour élargir l'union sacrée. Mais attendez, les pays connaissent une grave crise. Ouais. Et cette crise nous impose à ce que nous parlions. Et dans cette crise, Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il représente? Il est une partie à ces conflits. Et comment est-ce que lui va nous tendre la main? Expliquez-moi, je ne comprends rien. Comment il nous tend la main? Il y a une contestation contre lui. Il y a une contestation qui part des élections, les dernières, celles de 2023. Ces élections qui ont amené à sa mise en place à lui en tant que chef de l'État, à la mise en place des autres institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat et les assemblées provinciales un peu partout, sans parler de conseils municipaux qui ont été mis en place. Je regarde d'ailleurs, est-ce que ces conseils municipaux fonctionnent?
Ils fonctionnent, mais ils ne sont pas payés. Les conseillers ne sont pas payés. Mais ils fonctionnent où? Parce qu'ils n'ont même pas de bâtiments pour siéger. Comment on a pensé organiser ces élections sans prévenir sur les conditions de travail? Je ne peux pas comprendre ça. Ça, c'est très congolais. Donc, aucune anticipation. Pour revenir au Et ils ne sont pas payés, mais ils ne sont pas payés, mais il y a encore assez d'argent pour qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, les chefs d'État fassent la promesse de véhicules à offrir à titre gracieux aux députés nationaux. C'est quelle rationalité là, à ce moment-là? Un pays en guerre, mais dont le gouvernement est prêt à offrir des véhicules à titre gracieux à ceux qui sont le plus engraissés. Revenons au gouvernement. Ceux qui sont le mieux payés. Revenons à la question du gouvernement. Ceux qui sont capables de s'acheter un véhicule avec... On ne sait pas si les choses ont changé avec la guerre qui prend d'autres proportions. Dieu seul sait si le président tiendra toujours sa promesse d'offrir des véhicules aux Et là, députés. le problème, quand le chef d'État a dit, oui. En tout cas c'est ce que j'ai suivi dans le reportage, il ne s'agissait pas de la corruption. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Où allons-nous? Où allait-il trouver ces fonds? Ils sont prévus sous quelle ligne budgétaire dans l'exercice déjà engagé de 2025? Cherchez-moi dans le budget où il est prévu de fonds pour achat de véhicules aux députés nationaux et sénateurs. C'est repris où? Donc ça signifie qu'on allait procéder à des coupes. Alors une question un peu plus directe. Que dire à ceux qui pensent que Mike Mkiba va libérer parce que ça y est poste? Ni preneur, ni demandeur. Avez-vous été consulté par Rébérante? Non. Je pense qu'il n'osera pas. Non. Ni preneur, ni demandeur. Pas du tout. Pas du tout. Pas concerné. Pas du tout. De toutes les façons, je n'ai pas une position à prendre sur cette question. Tu me la poses, je suis bien obligé de répondre. Oui. Sinon, je suis aligné sur la position de mon parti. Je suis cadre d'un parti. Vous avez dit que le régime tentait de débaucher dans l'opposition. Ben oui. Il y en a qui sont disposés à y aller. Il y en a qui sont disposés à y aller. Est-ce que ce n'est pas à ça que répond votre libération? Non, j'ai dit non. Je ne suis pas au courant. Pas du tout. Et si c'est fait qu'il y a un projet quelque part de cette nature-là, mais il est voué à l'échec, je suis désolé. S'il me concerne, moi personnellement, il est voué à l'échec. Si l'offre vous était faite? Mais je suis sûr qu'avant que quelqu'un ne vienne me le faire, il va retourner sa langue cette fois au moins. Mais les gens me connaissent, ils connaissent mes positions. Je ne sais pas, on va me le faire par qui? Par un intermédiaire, lesquels? Mes amis, c'est qui viendra me le dire? Ben parce qu'il faut avoir du toupet pour me le dire à moi. Parce que ça peut tourner très mal. Est-ce qu'après, vous avez des gens qui vous disent, Mike, vous en faites un peu de trop? De trop comme mon arrestation, simplement parce que, en fait, Moukiba Yalekisi, ça signifie quoi? Oui. C'est quoi finalement? Finga chef de l'État. Ma finga. Donc en fait, j'ai comme l'impression qu'il existe quelque part dans le code pénal congolais une infraction dénommée excès de démocratie, j'ai l'impression. Alekisi, ça signifie quoi? Vous avez des proches de famille qui viennent vous dire il y a des gens qui font pire. Tout ça. Je ne sais pas. De dire que mon pays va mal, c'est cela le grand péché. On a vu des gens quitter la prison, changer radicalement des discours. De la prison, j'ai suivi des gens dans les réseaux sociaux, dans les médias, qui disent des choses graves et qui sont en liberté. Grave, il y en a un qui a appelé pratiquement au meurtre d'un homme politique ici. Au meurtre. Au meurtre. Clairement, il est en liberté. Et Moukiba, qu'est-ce qu'il a fait? Là, aujourd'hui, je suis en liberté. Mais est-ce qu'on peut te dire qu'est-ce qui était reproché à Moukiba? Qu'est-ce qui était... Moi, je sais ce qui m'a été reproché. Ce qui m'a été reproché n'a rien à voir avec les droits. C'est totalement subjectif. Mais je ne peux pas les dire. Ça n'a rien à voir avec l'infraction pour laquelle vous avez été condamné. Pas du tout. Je sais pourquoi. C'était quoi? Dites-nous. D'abord, mon premier problème, c'est d'être ces Casséens-là, mais très éthique.
C'est déjà ça le premier problème. C'est d'être ces Kassaïens-là qui vient dire « Machi Amoumenou », ça ne se dit pas, c'est une expression à connotation identitaire. C'est une expression à connotation identitaire et celui qui vous le dit est Kassaïen, aidé par sa mère, aidé par son père. Et alors c'est pourquoi j'ai été poursuivi et condamné, n'est pas très loin de ce que j'ai dit là. Mais je me gêne de le dire. Je me gêne. Parce que c'est cela le tribalisme qui a été mis à ma charge. De poursuivre quelqu'un pour cela. Et comme je ne suis pas un tribaliste, moi je ne peux pas le dire sur un plateau de télé. J'ai des amis parmi eux. J'ai des frères parmi eux. Qui me rapportent ce qui s'est dit entre eux. Donc je suis au courant, mais je ne peux pas le dire, je suis gêné. C'est cela. Vous vous sentez gêné d'en parler. Merci. Bon retour parmi nous. Quelles leçons avez-vous apprises ou des leçons que vous avez tirées de cette troisième arrestation? Non, aucune leçon. J'ai inscrit ça dans l'ordre naturel de mon combat, de notre combat. Si c'était à refaire. Il y en a qui ont connu un sort pire que le mien. Moi, je suis encore en vie. Chéribin Okende, il est où? Il a été retrouvé mort 2 mois après votre arrestation. Et dans quelles circonstances? Je peux m'estimer heureux, moi. Je n'ai pas de leçon à tirer. Si c'était à refaire pour vous, Mike. Si c'était à refaire. Qu'est-ce qu'il y a à refaire? J'ai tenu des propos que j'ai assumés. Il n'y a rien à refaire. Vous gardez votre activisme, vos convictions. Rien ne va vous ébranler. Vous parlez d'activisme. Je ne comprends rien. Je suis un élu. Je l'étais hier. Aujourd'hui, je reste un cadre d'un parti politique. J'ai des opinions que je porte. Au nom de mon parti, au nom de moi-même, de mon pays, j'ai le devoir de faire savoir les opinions de mon parti aux Congolais pour gagner le plus grand nombre avec nous et diriger demain. C'est un combat politique de plus légitime. Activisme, je n'y comprends rien. Si c'est l'activisme, j'assume. Je continue mon combat. Un dialogue dans le cadre de la 5 ans, vous êtes d'accord, mais autre chose, ce serait du débauchage. Oui, pas autre chose. Ce qui a été proposé là. Ce qui a été proposé. Et je tiens à le dire qu'il s'agit d'un projet très éphémère. Si jamais il venait à être matérialisé, il ne pourra pas avoir une durée de vie qui dépasse 6 mois. C'est le temps que les uns les autres se rendent compte que le dialogue est incontournable, que c'est la seule voie qui est portée au niveau de la communauté internationale, aussi bien au niveau européen, américain qu'africain, à travers une déclaration de l'Union européenne faite ici à Kinshasa il n'y a pas très longtemps, à travers la prise de position de l'envoyé spécial de l'Union africaine, les Sénégalais, à travers les résolutions de l'EAC et de la SADC. C'est cela la voie. Le temps que les uns et les autres se rendent compte qu'en fait, il n'y a pas à aimer ou à ne pas aimer le dialogue, mais qui s'impose plutôt à nous tous comme la seule issue à la crise. Mais la 5 a dit qu'il n'y aura pas de solution sans le M23. Or, à Kinshasa, on ne veut pas en entendre parler. Non, la solution évoluera. Elle va évoluer dans les semaines, les mois qui viennent. Le temps que les uns et les autres se rendent compte que ce qui est mis en route avec Eberand à la manœuvre ne produit pas de résultats. C'est cela, c'est un peu de temps. C'est à la manière du gouvernement Sami Badibanga. Voilà un peu, à la cité de l'Union africaine. Ouais. Que vous inspire cette guerre et l'occupation des villes du Nord et Sud Kivu? Mais surtout, je crois qu'il y avait la question du troc. Et sur le minerai. Oui, nous devions en parler de toutes les façons. Parlons-en. C'est une question fondamentale. La trouvaille de Kinshasa qui veut donner des minéraux aux Américains pour tenter d'obtenir leur soutien dans l'agression dont nous sommes victimes. Je ne voudrais pas revenir sur l'aspect moral de cette démarche et surtout le moment de sa mise en œuvre. Et ça paraît plutôt comme un bradage, plutôt qu'une procédure pour un contrat bénéfique pour le Congo. Donc c'est comme si on y allait pour dire prenez et sauvez-nous de là.
je crois, je n'aimerais pas insister pour paraître comme un donneur de leçons, dire que ce n'est pas le moment de faire, parce qu'il y a la sécurité nationale qui est mise en jeu. Les gens m'objecteront toujours qu'au nom de la sécurité nationale, est-ce qu'il fallait-il le faire là et de cette façon-là? Que ça prenne des allures d'une tentative de corruption. Que maintenant, toute la presse en parle, il y a des fuites partout, au point de réduire les chances de succès de la démarche. Au point de plomber la démarche. Alors que nous avions l'opportunité, sous Mike Hammer, qui était ambassadeur ici, d'aller très loin avec les Américains, qui avaient signé avec nous un accord de partenariat stratégique ici. Nous n'avons pas assez exploité cette voie-là. Des hommes du renseignement américain sont même venus ici et ont même visité l'Est. Mais ce que nous leur avons offert, leur a remonté de la nausée. Qu'est-ce que nous leur avons offert? Ils se sont dit que les conditions n'étaient pas réunies pour nous aider. Et ils sont partis, c'est ça le problème. Vous donnez très peu de chances à la nouvelle démarche en cours. La nouvelle démarche. Pourquoi je donne très peu de chances à cette nouvelle démarche? Ce n'est pas Donald Trump, même s'il disait oui, qui va se déployer en République démocratique du Congo pour exploiter ces mines-là. Les mines de cuivre, les mines de cobalt. Ce sont les multinationales américaines. Or, tu le sais très bien, que l'ambassadrice américaine l'a dit l'année passée ici, que la RDC n'avait pas de créer des conditions qui suscitent, qui incitent les multinationales américaines à venir s'implanter ici. D'ailleurs, il y en avait une qui était implantée ici à travers Tenke Fungurume. Oui. C'est que Tenke Fungurume était à 100% quasiment américain. En tout cas, il était majoritaire américain. Ils l'ont vendu. Les Américains l'ont vendu. Ils ont levé les pieds de la RDC. Donc, le problème est beaucoup plus profond. Est-ce que... Mais est-ce que ce n'est pas une opportunité pour eux, avec le corridor de Lobito Laisse-moi avancer. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, leur perception, la perception des multinationales américaines sur le Congo a-t-elle changé? Là où il y a des problèmes sérieux d'investissement en ce qui concerne les conditions autour. Il y a un travail de lobby qui est fait pour tenter de les convaincre. J'avance. Vous avez des problèmes de courant électrique sérieux. Vous avez ici des sérieux problèmes de routes, d'infrastructures. Vous avez même des problèmes d'Internet encore en République du Congo. Vous verrez un matin, on vous dit la connexion de tel opérateur ou tel autre ne passe pas. Vous savez ce que ça peut coûter? Des manques à gagner pour une multinationale implantée sur place ici. Nous ne pensons pas régler ces problèmes-là. Donc, créer un cadre propice à attirer les investisseurs. C'est cela, ces questions-là. Vous savez que Macron, quand il est venu ici, sa visite ici, Macron s'est fait accompagner du plus grand industriel minier français. Emerald, c'est la plus grande firme américaine. Française, européenne. Non, française. Française, oui. Au terme de la visite, le patron d'Emerald a dit qu'il ne trouvait pas les conditions favorables à des investissements d'importance, d'envergure en République démocratique du Congo. C'est cela le grand problème. Est-ce que cette perception a changé? Si elle a changé, est-ce que nous avons accompli des réformes qui amènent à ces changements? Vous parlez des lobbyistes. C'est des gens auxquels je ne crois pas. Pourquoi? Les lobbyistes sont semblables, sont comparables aux Nganga. Ce sont des féticheurs. Ils n'ont pas l'obligation de résultat. Tu payes, ils te promettent de faire le travail. Si ça n'aboutit pas, monsieur, c'est ton problème. C'est dommage que la République démocratique du Congo en soit là à recourir à des lobbyistes pour faire triompher sa cause. Nous devions être un pays sérieux, organisé, qui attire les États-Unis vers nous. Et là, en ce moment-là, nous dealons avec les États-Unis sur cette base-là. Ça peut toujours passer par des lobbyistes. Attendez. Vous trouvez sérieux de passer par des intermédiaires privés qui n'ont aucune obligation de résultat pour obtenir ce que nous pouvons obtenir par la voie officielle si nous nous mettons dans une certaine position. Et puis, quand on parle de cet accord, ce contrat qui est recherché, cet accord, ce troc minerai contre sécurité, dites-vous, posez-vous la question, si jamais Trump venait à dire oui, mais la mise en œuvre, elle prendra du temps. C'est 1 an, c'est 2 ans. C'est plus de temps même. Et dans l'entretemps, la question sécuritaire, nous la résolvons comment? Puisque ces entreprises, elles acceptent de venir. Elles vont venir commencer par des recherches. Ouais. La plupart des recettes, des sites avec des ressources... Des permis d'exploitation. Des ressources certifiées sont déjà exploitées par d'autres. Donc, il faut que
les Américains arrivent, qu'ils obtiennent des carrés miniers et qu'ils obtiennent des permis d'exploitation, c'est 1 an, c'est 2 ans. Mais là, il y a urgence à régler la crise. Peut-être qu'à ce moment-là, ils auront déjà commencé à nous appuyer. Au nom de quoi ils vont commencer à nous appuyer si eux n'ont pas encore commencé l'exploitation? Parce qu'une exploitation, c'est d'abord de certifier des réserves et de voir si l'investissement à réaliser vaut la peine. Vous pouvez, au terme du processus d'exploration, vous rendre compte que la réserve qu'il y a ici ne mérite pas un investissement d'importance et vous levez les pieds. C'est aussi une possibilité. Donc tout ceci n'est pas réalisable dans un bref délai. On aurait dû penser en temps normal à ces projets. Là, au moment où les Américains nous avaient ouvert la porte du partenariat stratégique, on n'y a pas pensé. La solution c'est dommage. La solution pratique pour vous est laquelle? La solution pratique pour nous, elle est, pour moi, pour nous, pour mon parti, elle est où? Les dialogues. Le dialogue sera-t-il résoudre le problème? Le dialogue en soi, mettre fin à le dialogue en soi n'est pas une solution. C'est le premier pas vers la solution. Il nous mettra ensemble pour que nous parvenions à un compromis. Comment dialoguer avec des partenaires qui ne se font pas confiance, qui se regardent en chaîne de défaillance? Mais c'est justement ça, à ça que sert un dialogue. Ceux qui se font confiance n'ont pas besoin d'un dialogue. Ceux qui se font confiance travaillent ensemble. Ici, le Congo est déchiré. Il y a trop de frustrations. Des frustrations qui ont conduit certains d'entre nous à l'exil, comme Franck Diongo, comme Jean-Claude Vemba, comme Claudel Lubaya. Vous pouvez vous imaginer qu'un leader de la trempe de Franck Diongo soit soumis à du chantage en direct à la télévision par des jeunes gens d'un groupe politique ici qui lui impose de demander pardon. Vous pouvez vous imaginer ça? Et ça n'a jamais été condamné. Quand vous suivez... Par les partis concernés. Ouais. Jamais condamné. Vous pouvez vous imaginer cette humiliation-là? C'est là que le dialogue a tout son sens. Quand vous suivez la déclaration conjointe... C'est là que le dialogue vaut tout son pesant d'or. Kabila, Katumbi, là où les gens sont déchirés. Est-ce que vous sentez que les uns et les autres sont prêts à se délester de leur ego pour privilégier la cause commune? Mais déjà, ce n'est pas accompli de recevoir la médiation épiscopale des catholiques et des protestants. C'est cela la volonté. C'est cela signe que nous sommes disposés à parler, à dialoguer entre Congolais. Si nous ne dialoguons pas, l'autre solution, c'est laquelle? C'est le rapport de force sur le terrain militaire. Sommes-nous en mesure d'inverser la tendance? Quand vous dites la solution, c'est je pose la question à haute voix. La démission de Félix Tshisekedi. Moi, je suis très pragmatique. Je veux bien tous ceux qui viennent ici, qui disent non au dialogue. Mais sommes-nous en mesure d'inverser la tendance sur le plan du rapport de force sur le terrain militaire? Sommes-nous en mesure? Pouvons-nous, au même moment où nous faisons la guerre, bâtir l'armée? Je dirais non. Parce que toutes les ressources sont orientées vers la guerre. En hommes, en matériel et tout le reste. Et comment vous allez alors vous engager à rebâtir l'armée? C'est cela le grand piège. Mais en face, il y a une crise de confiance. Mais c'est cette crise de confiance-là qu'il faut soumettre au dialogue. Voyez-vous, Moïse Katumbi, qui a été tout récemment avec Félix Tshisekedi. Voyez-vous, Joseph Kabila, qui ne cache pas son exaspération, accepter de se mettre autour d'une table avec lui, parler Congo. Mais c'est justement ça, la voie, pour qu'enfin ces frustrations trouvent une réponse. Pour qu'enfin les uns et les autres, beaucoup, c'est des partenaires qui ont déjà été ensemble. Beaucoup donnaient peu de chance à une rencontre, à un tête-à-tête entre Kabila et Katumbi. Il y avait tellement d'inimitié entre les deux hommes. Je ne sais pas si tu n'es pas du même avis, mais ils ont fini par se voir. Autant entre Fayoulou et Katumbi. Il semble qu'ici et là-bas, avant d'aller dans le fond des discussions, l'un et l'autre se sont dit des vérités. Et entre frères, finalement, ils se sont pardonnés et résolus de marcher ensemble. Qui pouvait s'attendre à cette rencontre-là à Addis Abeba? Qui pouvait? Quelques semaines, quelques mois auparavant. C'est cela la force des dialogues. De mettre ceux qui se trouvent à des positions opposées, éloignées des uns aux autres, de se rapprocher. C'est là la force du dialogue. C'est cela, cette force-là. Plutôt que de perdre du temps dans une voie militaire dont l'issue n'est pas certaine. Si elle était certaine, j'appuierais cette voie-là.
Vous avez les mêmes médiateurs qui sont vilipendés à mais souhait. je t'ai dit, mon pays est en guerre. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Si je devais faire une analyse froide, et ici, on dirait que j'appelle à la démotivation de tel ou de tel, ou peut-être de ceux qui sont au front, pour dire réellement quelle est la situation. Je ne peux pas la dire. Je suis assez, pour l'instant, oui, je ne suis pas, je suis assez informé. Oui, mais je vous dis, cette voie a très peu de chances d'aboutir. On a fini. Voilà. On a fini pour aujourd'hui, Mike Mokebai Nkosso. Ah, on n'a pas marché. On n'a pas parlé, pardon, de la ville de Kinshasa. Ah, de la ville de Kinshasa, du marché central. Ouais. Ah, voilà. J'ai été ici traité de tous les noms d'oiseaux. Ici. Ah, les députés Zododo. Comme ça qu'on m'appelait ici. J'ai été surnommé comme ça. Puisque je voulais bien être tout le temps là, en phase avec l'opinion, pour expliquer comment ça marchait à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'époque, on disait le débat parlementaire s'est fait à l'hémicycle et non sur des plateaux de télé. Non, le débat parlementaire s'est fait à l'hémicycle, mais les députés sont libres de porter ce débat-là partout. J'ai l'obligation de rendre compte à mes électeurs. Ceux qui te disent ça, c'est ceux qui savent qu'ils ont des choses à cacher. Mais alors, le marché est presque fini. Le marché central. Mais avant le marché central, aujourd'hui, Kinshasa est embouteillé. Du bouchon partout. Impossible. Le problème du transport en commun est devenu un casse-tête. Mais moi, à l'époque, le député Zododo, j'ai convaincu Godet et l'ai amené à une réunion avec les comités de gestion de l'ONATRA. Avec l'appui de mon ami Gabin Lolendo, mandataire à l'ONATRA. Au passage, j'ai un garçon brillant pour qui j'ai beaucoup de considération. Oui. Gabin Lolendo. Maître Gabin Lolendo, on les salue. Nous avons eu une réunion pour voir comment réhabiliter les trains urbains. Les questions de transport en commun dans les grandes villes sont réglées, gérées par ce qu'on appelle les transports de masse. Ouais. Trains urbains, métro et tramway. Et les bus et le reste, les taxis viennent en appui. Vous ne pouvez pas reposer les transports en commun sur le bus Transco, qui est déjà un projet pas viable. Parce qu'un projet a perfusé régulièrement par les gouvernements. C'est un projet qui vit grâce à des subventions d'un gouvernement qui a lui-même des problèmes de trésorerie. C'est très compliqué, ce projet-là. Alors nous sommes allés là-bas. J'ai parlé à Godet. J'ai pris des contacts avec le président de mon parti, Moïse Katumbi, pour qu'il nous aide du côté de Lubumbashi à rencontrer des responsables de la SNCC pour nous enrichir, nous imprégner de l'expérience de la gestion rail SNCC. J'ai insisté pour qu'après le comité de gestion de l'ONATRA, nous voyions le chef d'État pour obtenir son soutien. Son soutien était essentiel pour le combat sur la réhabilitation du rail. Pour exproprier tous ceux qui y ont conçu tout autour, tous ces riverains du rail-là, les exproprier, avoir son soutien politique pour mener ce combat-là face aux puissants qui allaient peut-être tenter de se mettre au travers de notre projet. Nous sommes allés à cette réunion, la réunion s'est terminée. Godin Pouy ne s'est même pas donné la peine de rester à un moment donné pour se familiariser avec le comité de gestion. Il est parti, il s'est levé, il est parti. Si nous avions commencé ce projet il y a 3 ans, nous en serions où aujourd'hui? Et tout de suite après, Gobi a lancé son projet. Il a marché son projet, il a lancé son projet marché central et il a créé des petits marchés un peu partout qu'il a installés sur le chemin de sur le rail. Et Godin Pouy s'est détourné du projet et voilà où nous en sommes. C'était un projet bien pensé à l'époque. Si nous l'avions mis en route. Alors puisque je parle du marché central, de sa fermeture et tout ce qui s'en est suivi, où en sommes-nous aujourd'hui? J'ai vu des images dans les réseaux sociaux, des gens qui vantent le nouveau marché central. Mais ce n'est plus le marché central, c'est fini. Ça, c'est un projet de luxe, haut de gamme. C'est un projet à $400, un étalage d'1,20 mètre. Ce sont des informations vérifiables que j'ai reçues. $400. Vous auriez souhaité qu'on reste dans ce marché-là insalubre? On ne dit pas le marché insalubre. Quelle a été la philosophie du marché central? Les fonds, la nature de ce projet. C'était un projet social qui a donné du travail à nos mamans, à nos femmes. Maintenant, là, ce sont des galeries de luxe pour des gens riches. Donc, ce n'est plus le même projet. On devait créer un nouveau marché central, mais garder le côté social. Le côté social. Ce n'allait plus. Ce qui montre encore, je l'ai dit, je le répète, c'est un étalage d'1,20 mètre à $400. Et un loyer mensuel à un loyer mensuel à $60. Maman Ndembi,
tata ya ngulu akoya wana. Hein? Et un autre élément. Ça va davantage favoriser des marchés périphériques. Mais voilà. Parce que ceux qui ne sont pas en mesure de s'acheter. J'allais en arriver là dans ma conclusion. C'est que les marchés, tout petits, qui ont proliféré autour du marché central, donc tous ces marchands-là ne partiront pas. On n'aura pas résolu le problème. Donc on aura le projet marché central là au milieu, mais on n'aura pas résolu le problème. Tous ceux qui sont autour là, ils ne partiront pas. La preuve d'ailleurs, une preuve supplémentaire, qu'il n'y a jamais eu de projection de réinstaller les marchands ayant droit au marché central, c'est qu'il n'y a jamais eu d'inventaire de ces marchands-là. Ils ont été mis dehors sans qu'il y ait été établi une liste quelque part pour les répertorier. Il n'y a pas de répertoire. Donc c'est fini ces projets-là. Et vous vous rendez compte que sous Félix Tshisekedi, un projet social de cette ampleur, puis finalement aujourd'hui, va servir à ceux qui sont aisés. Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte au nom de la modernisation, puisque la modernisation ne peut pas profiter aux pauvres. Merci bien. C'est ce qu'on cherche à nous faire croire. Honorable Moukébaï, merci beaucoup. C'est à moi de remercier. Un message adressé au public, à ceux qui nous ont regardés, qui ont continué à vous porter dans leurs prières, qui vous ont soutenu directement, indirectement. J'ai dit merci. Cette épreuve, s'il y a quelque chose que j'ai tiré de là, c'est le soutien de ceux qui croient à un Congo meilleur. J'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai vu des pauvres mamans qui n'avaient rien dans leur bas de laine. Rien dans leur bas de laine. Rien. Il n'y avait rien. Mais qui ont puisé dans leurs pauvres économies pour m'envoyer 30 000 francs, 40 000 francs congolais. Des prières qui sont montées de partout. Des gens qui sont venus me voir avec un morceau de pain et puis un peu d'arachide grillé pour dire Moukeba il tient bon. Aujourd'hui, je leur dis merci. Aujourd'hui, je leur dis qu'ils m'ont aidé à renouveler ma foi dans ces combats pour un Congo nouveau. Merci à vous d'être venu vers nous. C'est à moi d'être remercié. Et bon retour parmi nous. Ça a été des moments difficiles qu'on ne souhaite à personne. Vous êtes passé par là. Vous en êtes bien tiré. Bon retour et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au public. Vous avez dit que je vous manquais. Ça faisait bien longtemps que j'ai personnellement produit une émission ici. Oui, c'est vrai. Puis des retours. Demain, on sera avec Alain Bolo. Johan et nous quitter. Salut.